Bonjour Antoine Laurent, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre entreprise pour commencer cet échange? Bonjour Laure Millet, je suis Antoine Laurent, le président et cofondateur de Hublot. Hublot qui est une start-up que j'ai fondée il y a 6 ans avec 2 associés. Et nous développons des solutions digitales pour aider les établissements de santé à mieux recruter, mieux gérer leurs soignants, leurs talents, afin d'aider à rendre les hôpitaux plus épanouissants in fine. On travaille aujourd'hui avec 2500 établissements de santé, essentiellement en France et désormais en Allemagne et en Espagne également. Et il y a 600 000 soignants qui utilisent notre application au quotidien. Et notre équipe est constituée de à peu près 150 personnes. Très bien. Et donc cette expérience vous a amené à écrire l'ouvrage Le Grand Épuisement, donc aux éditions Débat Public et qui sortira le 17 novembre en librairie. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ce titre qui est quand même très fort, Le Grand Épuisement? Le titre est fort, oui, mais volontairement. Il y a un sondage qui a été fait par l'Ordre national des infirmiers en 2021, dans lequel les infirmiers et infirmières relataient que 40% d'entre eux souhaitent quitter leur métier, non pas changer d'établissement, mais quitter leur métier à l'issue du Covid, en raison des difficultés qu'ils ont rencontrées lors du Covid, mais aussi précédemment. Donc ce symptôme en fait, d'épuisement, cette sorte de burn-out caractéristique des soignants et qui est différent du burn-out normal ou on va dire dans d'autres secteurs, me fait dire que l'épuisement est grand. Et c'est pour ça que ce terme est fort. Le titre peut paraître assez anxiogène en revanche, le grand épuisement, mais c'est le constat, le contexte de départ. Et l'ouvrage est majoritairement quand même orienté sur les solutions, des pistes de réflexion, des pistes d'action. Je pense qu'il faut agir, qu'il est encore temps d'agir, mais qu'il est vraiment temps d'agir pour les soignants. Et justement, avant les pistes d'action, vous décrivez aussi les grands défis, les grands enjeux auxquels le système de santé font face. Ils sont assez nombreux. Vous en décrivez sur le point sanitaire, social, de résilience aussi face au changement climatique. Est-ce que vous pourriez revenir dessus et nous peut-être les expliciter plus précisément? Le principal enjeu sanitaire, c'est le manque de professionnels de santé dans le système de santé en France et au-delà. Et il arrive que des patients en meurent. Quand j'écrivais cet ouvrage, j'étais particulièrement choqué au moment où j'écrivais ce chapitre par ce qui s'est passé au CHU de Strasbourg, il me semble, où un patient a attendu 12 heures pour être pris en charge pour une hémorragie digestive, qui est finalement une pathologie grave mais qui se soigne, et on a décédé par manque de personnel. Le manque de professionnels, c'est le principal problème sanitaire à mon sens, et ça ne va faire que s'accentuer dans le cadre de l'enjeu démographique, le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de maladies chroniques, qui fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de professionnels. Mais effectivement, comme vous le disiez, ça ne s'arrête pas là. Le dérèglement climatique va avoir également un impact majeur sur le système de santé. Et là, je reprends à nouveau quelques exemples. Un exemple assez marquant en 2016 où un garçon en Russie est mort de l'anthrax, une maladie qui avait disparu il y a 75 ans, mais qui est réapparue suite au dégel d'un cadavre d'un animal et qui a contaminé un groupe de personnes. Ou plus récemment, les incendies majeurs en Australie ou plus proches de nous cet été dans le sud de la France, qui ont des conséquences directes sur le besoin de prise en charge des patients, ou encore les réfugiés à l'heure de la guerre en Ukraine. En 2005, il y avait 20 millions de réfugiés dans le monde, aujourd'hui il y en a 53 millions, et ils nécessitent une prise en charge différente. Mais enfin, l'enjeu il est aussi sociétal, parce que si le service public de santé est remis en cause, donc le contrat social est remis en cause, qu'est-ce qu'il advient finalement de notre système de santé? C'est Jean-Jacques Rousseau qui nous l'a enseigné. Les individus ont aliéné une partie de leur liberté en contrepartie pour avoir une protection, des soins. Mais si le système est plus capable de prendre soin d'eux, qu'est-ce qu'il advient de ce contrat social si la société ne peut pas tenir son rôle? Ça explique sans doute en partie la perte de sens que vous détaillez dans votre livre. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer très concrètement et quels sont peut-être les leviers aussi pour répondre à cette perte de sens dans le métier de soignant? Déjà, dans la question même, il y a un paradoxe, on est d'accord, ne pas voir le sens de son métier quand on est soignant, pour des personnes comme vous et moi qui ne sommes pas soignants,
c'est quand même paradoxal. Soigner, on a l'impression que c'est l'essence même d'un métier qui a du sens. Avec les métiers de l'éducation, je pense que c'est les métiers, voire fondateurs d'une société, quasiment vitaux pour ces métiers-là. Et pourtant, quand nous parlons aux 600 000 soignants avec qui nous travaillons au quotidien, la perte de sens, elle est réelle. Donc, je rentre un peu plus dans le détail dans le livre sur ce qui caractérise cette perte de sens, mais pour donner quelques éléments, ou trois éléments. Le premier, la perte de sens, c'est lié à une perte de temps. Et une perte de temps auprès des patients, une perte de temps pour les soignants, pour faire ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils veulent faire, prendre soin des patients, parce qu'ils font beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée ou administrative. Le deuxième élément de la perte de sens, c'est lié au management et au manque, aux managers qui ne sont pas capables, eux aussi par manque de temps, en raison de tâches chronophages, de manque d'outils et de longueur dans tout ce qui doit être fait, d'accompagnement, de coaching, de soutien, de reconnaissance. Le rôle des managers ne peut pas s'appliquer dans les établissements de santé. Et dernièrement, c'est aussi un sujet d'outils, qui soient numériques ou autres, sujet que je connais bien, qu'on connaît bien chez Hublot, où les professionnels manquent des outils pour bien faire leur métier. Ils sont privés des outils modernes qui permettent de bien travailler. Et ça contribue aussi à la perte de sens pour les soignants. Et justement, sur le numérique, selon vous, quels sont vraiment les principaux outils qui devraient être mis à disposition des soignants pour justement avoir plus de temps pour des tâches à haute valeur ajoutée? Et j'ajouterai une deuxième question autour de l'intelligence artificielle. Quel est son rôle aussi et qu'est-ce que ça implique en termes de réorganisation au sein de l'hôpital? Les outils sont nombreux et les exemples viennent par dizaines, centaines, voire milliers. Nous, chez Hublot, ce qu'on fait en 2 mots, mais on permet, au lieu que la cadre elle passe des heures au téléphone à essayer de rappeler du personnel quand il y a des absents, de regrouper sur une plateforme l'ensemble des volontaires qui sont disponibles pour faire des missions de remplacement, de poster une mission en quelques clics, de trouver un remplaçant via l'application. Et ainsi, on réduit considérablement le temps consacré à la recherche de remplaçants pour que la cadre elle puisse s'occuper de ses équipes, pour que les soignants ils soient moins dérangés le soir, le week-end, mais plutôt vraiment quand ils le souhaitent. Donc ça, c'est un exemple et il y en a beaucoup d'autres. Et si j'élargis un peu et je réponds à la deuxième partie de vos questions sur la technologie au global, l'intelligence artificielle, évidemment, je suis convaincu que ça va avoir un apport majeur et positif pour le système de santé. Un exemple à nouveau parmi de nombreux autres de l'impact de l'intelligence artificielle, je peux prendre l'exemple par exemple en dermatologie d'une étude qui a été menée notamment avec les hospices civils de Lyon où une IA a détecté 95% de mélanome sur un échantillon, alors qu'en parallèle, 53 dermatologues n'ont découvert que 87%. Donc là, il y a une vraie possibilité d'augmenter la capacité médicale et la capacité de soins. Mais paradoxalement, je suis convaincu que l'IA ne remplacera pas jamais les soignants. Elle sera là en soutien, pour soutenir finalement l'humain. Et c'est particulièrement vrai quand on revient à la définition même du soin. Le soin, c'est faire preuve de sollicitude, c'est faire des actes de soin. Il y a une notion d'empathie que l'IA ou la technologie n'aura pas. Demain, si on doit annoncer à une famille que l'état d'un proche se dégrade, ce n'est pas une IA qui va le faire, on a besoin d'un soignant, d'un être humain. Donc paradoxalement, l'avènement de la technologie, l'IA, aussi avancée soit-elle, va renforcer et redonner ses lettres de noblesse au métier de soignant et même aux paramédicaux, qui sont plus ces petites mains qui viennent aider le système de santé, mais qui deviennent des maillons cruciaux de la santé. Est-ce que vous voyez encore des freins majeurs à l'utilisation de ces technologies-là? Est-ce que la formation, par exemple, est un point central pour permettre un meilleur déploiement de ces solutions? Alors la formation, c'est un élément pour le déploiement des formations. Il y a aussi besoin, je pense, d'une ouverture et d'une porosité plus forte entre différents acteurs, des acteurs privés, publics, des industriels, des établissements. Ça, nous, on est un exemple plutôt réussi entre 2500 établissements de santé, mais il y a beaucoup de structures qui ont plus de difficultés à collaborer avec l'hôpital. Après, il y a de très belles initiatives qui font de belles choses et de belles collaborations entre l'hôpital. Je pense notamment à les travaux du fonds FHF Innovation qui permettent vraiment aux entreprises du numérique, aux startups de collaborer avec l'hôpital et d'avoir de bons résultats. Donc il y a de bons exemples, mais on peut aller beaucoup loin sur l'ouverture et la transversalité entre tout type d'acteurs,
et l'ouverture aussi sur d'autres secteurs d'activité qui font des choses différentes. Et dans votre livre, vous parlez un moment de tout ce qui concerne les valeurs de l'entreprise à l'hôpital, avec peut-être un point de vue un peu nuancé, c'est-à-dire d'un côté l'impératif de mettre sans doute plus de management, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'hôpital, mais dans le même temps que certaines valeurs de l'entreprise, elles ne sont pas du tout adaptées au cadre de l'hôpital et à la manière de fonctionner des structures hospitalières. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus et peut-être le nouveau modèle RH que vous essayez de promouvoir dans votre livre? C'est un vaste sujet et j'y reviens à pas mal d'endroits dans le livre, mais peut-être pour donner quelques éléments sur ce sujet, sur les valeurs de l'entreprise, je pense que là où il n'y a pas vraiment de frontières et où chacun doit se nourrir de l'autre, c'est ce que vous disiez sur le sujet du management, où les managers dans différents secteurs, les modèles de management, le modèle d'accompagnement des équipes sont similaires. Il y a un élément, moi, qui m'a, à titre personnel, assez touché sur qu'est-ce qui définit un bon manager, un manager exemplaire. C'est sa capacité à être vulnérable, à parler de ses faiblesses, de ses points d'amélioration, de ses erreurs, à montrer l'exemple à ses équipes en se rendant accessible au sens où les équipes peuvent le trouver humain. Et moi j'en ai fait l'expérience à titre personnel, parce que j'avais l'impression préalablement, dans mes échanges individuels ou en parlant devant l'ensemble de l'équipe des 150 personnes, qu'il fallait être infaillible, avoir l'air fort et résistant quoi qu'il arrive. Et une personne de mon équipe est venue me voir un jour en me disant on a l'impression que rien t'atteint en fait. Et en fait, c'est pas inspirant, c'est décourageant. Et ce côté vulnérabilité du manager pour devenir un bon leader, remporter les équipes, pour moi, c'est fondamental. Et un deuxième élément de réponse à votre question sur le modèle RH et comment on revient sur la notion de sens. Parce que quand on parle aux entreprises les plus attractives, les plus magnétiques, que ce soit en dehors de la santé, des entreprises quelles qu'elles soient, ou certains établissements, finalement, ça tient à 3 éléments. C'est la mission, le sens et la transparence. Et en fait, quand on parle notamment de la mission et du sens, à nouveau, dans la santé, ça semble évident. Mais le problème, c'est que c'est trop évident. On attend que les soignants aient cette vocation, qu'ils ressentent et qu'ils sentent le sens dans leur quotidien, dans leur métier. Mais c'est aussi le rôle de l'hôpital, du système, des managers, des dirigeants, de le rappeler ce sens, de le rappeler en quoi l'action individuelle de chacun, elle contribue au sens de l'ensemble. Et ça va de l'agent des services hospitaliers qui s'occupe du nettoyage jusqu'au chef de service ou au praticien réputé. Et ça, c'est aussi le rôle de l'institution et de l'équipe de management. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'améliorer. Tout ça revient aussi sur le gain de temps, parce qu'il y a des managers à l'hôpital, je pense qu'on en manque, mais il est tout aussi difficile d'en recruter que des soignants, et il manque de temps pour faire ce qu'ils aimeraient faire aussi. Alors, dernière question, pourquoi sortir cet ouvrage maintenant ? Pourquoi maintenant ? On a évidemment, on le sait tous, beaucoup parlé des soignants. Il y a eu beaucoup... on les a applaudis. On s'est rendu compte qu'ils étaient essentiels lors de la première vague, pendant l'ensemble du Covid. Des mesures ont été prises suite au Covid, des différents Ségur, notamment des revalorisations salariales. Pas mal de choses ont été faites, mais pour moi, c'est largement insuffisant. Je pense qu'on n'a pas repensé fondamentalement le système de santé et ce qu'on devait faire. C'est pour ça que j'ai voulu écrire sur le sujet. Et aussi parce qu'il y a urgence, je pense, mais il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, des petites actions, des expérimentations, y aller par tâtonnement. Le système, il est vaste, il est tentaculaire. Et l'hôpital public ou le système de santé, le service public de santé, c'est un bien précieux qu'on doit préserver. Il y a plein d'idées, plein de bonnes volontés, toutes les contributions sont bonnes à prendre. Et moi, j'ai voulu apporter la mienne à travers mon regard et celui de toute l'équipe qui est derrière moi et qui partage ce que j'ai écrit là, et à travers le prisme des discussions qu'on a quotidiennement avec les 600 000 professionnels avec qui on travaille. Merci beaucoup, Antoine Laurent. Merci à vous.